Comment ça se passe quand on accueille Thomas Pesquet? Mais c'est pas vrai que je t'ai, Thomas. Quand on dit la face cachée de la lune, côté obscur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Driver Club. Je m'appelle Malek Délégué, je suis super content de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous, cet espace de discussion pour tous les chauffeurs VTC de ce pays. On avait vraiment envie de les entendre, ils ont des anecdotes incroyables à nous raconter. Ce format est proposé par Income. On va vous en parler juste après, vous allez voir, on vient un petit peu révolutionner le game avec ce format comme avec Income. Et on accueille notre invité aujourd'hui. Il s'appelle Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour Malek, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Moi, tout va bien. Yes. Est-ce que tu es prêt pour qu'on puisse discuter comme ça là pendant quelques minutes? Bah écoute, c'est la raison pour laquelle je suis là. Mohamed, donc, il n'y a pas de surprise, tu es chauffeur VTC. Tout à fait. Tu fais partie des chauffeurs qu'on a choisis là parce qu'on avait vraiment envie de t'entendre dans Driver Club. Yes. Dis-nous qui tu es, comment tu as envie de te présenter? Je vais me présenter. Mon nom c'est Kamara Mohamed et je suis chauffeur VTC depuis 2021. Et donc voilà, je pense c'est pour ça aujourd'hui je suis là dans ce cadre-là et je suis très content aussi que je sois invité ou choisi parmi différents chauffeurs de la plateforme Income et je leur remercie pour cette confiance et merci aussi à toi de m'accueillir pour cette matinée. T'es le bienvenu. Qui tu es, Mohamed, en dehors de la voiture? En dehors de la voiture, je suis, on va dire, une personne lambda comme tout le monde. Aussi, père de famille. Très important, on va en parler. Et voilà, et aussi, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Peut-être artiste. On va dire... un peu tout et rien à la fois, quoi. Je vais te dire, moi, on s'est eu au téléphone en amont. J'ai un petit peu j'ai écrit des petites notes. Te concernant, j'ai écrit l'humaniste, le philosophe. Tu vois, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé nos échanges et j'espère aussi que vous allez vraiment apprécier l'échange qu'on va avoir tous ensemble. On va parler un petit peu du métier. Mais en préambule, je voulais que l'on parle d'une phrase que tu m'as dite au téléphone et qui m'a un petit peu marqué. Tu m'as dit la vraie richesse, c'est le temps. Ouais. Et j'ai vraiment envie qu'on approfondisse ça parce que c'est ce qui va aussi nous permettre d'analyser toi, ta vision du métier, mais aussi ta vision de la vie au sens large. Pourquoi tu m'as dit cette phrase-là? Elle m'a marqué. J'ai dit cette phrase et je le réitère encore. Pour moi, la vraie richesse, c'est le temps. Parce que j'ai l'impression, des fois, que nous courons tous, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde où nous courons tous derrière, c'est-à-dire le matériel. Le matériel, c'est-à-dire, parce que pour moi, la richesse, elle est péjorative. Quand on dit à quelqu'un qu'il est riche, c'est quoi riche? Être riche émotionnellement, être riche matériellement ou être riche, c'est-à-dire intérieurement. Et donc, du coup, je ne pourrais pas, c'est-à-dire définir, je peux me définir comme étant riche, comme étant pauvre à la fois. Et donc, du coup, ma richesse à moi, en essayant de déterminer, de trouver le vrai chemin, je me suis dit le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qu'on ne voit pas passer, mais c'est à travers lui, c'est-à-dire que nous vivons, c'est à travers lui qu'on peut tout acquérir comme tout perdre. Donc, j'aime souvent dire à des gens, quand on te demande quel est ton plus grand ennemi, on ne va pas chercher loin. Dis-toi, c'est le temps. C'est vrai. Parce que justement, à travers lui, c'est-à-dire que tu vis en lui sans le voir. Et un jour, c'est lui qui te reprendra. C'est-à-dire que voilà, et tu ne le verras jamais venir. C'est vrai. Donc, du coup, c'est notre allié aussi, mais aussi notre ennemi invisible. Donc, pour moi, la richesse, c'est vraiment le temps. Si on arrive à bien gérer son temps et profiter de son temps, je pense que quelque part, on a une richesse, même si le cerveau, peut-être pour certains, n'arriverait pas à le définir comme ça. Mais j'ai rencontré des gens qui me disaient oui, j'ai couru pour chercher de l'argent, j'en ai eu, mais j'ai pas réussi à profiter de ma vie et tout. On va remonter justement ce temps-là. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir chauffeur VTC? C'est un peu, c'est beaucoup. Comme je dis, je suis un peu artiste, mais j'ai aussi été préparateur de commandes. J'ai aussi été conseiller service livraison à la plateforme du bâtiment. Et puis, j'ai passé, c'est-à-dire à l'époque, le FONGICIF. Donc, j'ai passé mon BTS en informatique. Donc, le dernier métier que j'ai exercé avant de venir dans le VTC, c'était technicien informatique, donc technicien de proximité niveau 2 en informatique. Ok. Hop.
Hop, petite pause dans l'épisode. Cet épisode vous est proposé par Income et je vais vous montrer comment ce modèle change la vie de beaucoup de chauffeurs VTC. Pendant beaucoup trop d'années, des chauffeurs ont dû choisir entre liberté et sécurité, entre flexibilité et protection sociale, entre autonomie et stress administratif. Et ceux qui contournaient les règles vivaient avec la peur. Peur du contrôle, peur du salaire à la fin du mois, peur de tout perdre du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, il existe enfin un système légal qui allie les deux, la protection et la liberté. C'est le statut d'entrepreneur salarié avec Income. Vous gardez votre autonomie, vos clients, vos plateformes, vos horaires, mais vous gagnez un contrat, une fiche de paye, la retraite, la maladie, le chômage et la tranquillité d'esprit. Et pour beaucoup de chauffeurs, la vraie révélation, c'est ça. La liberté passe par la légalité, pas par l'illégalité. Et avec tout ça, tout est centralisé, les cotisations, la paie, la déclaration, la conformité. Et vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur votre métier et pas la paperasse. Alors pour découvrir comment ça fonctionne, je vous invite à aller en bio pour aller cliquer sur le lien. Et nous, on continue l'épisode. Et qu'est-ce qui t'a fait quitter le métier pour arriver vers le volant? Ben justement, cette richesse que je cherchais, qui était le temps, parce qu'à un moment donné, il y a eu un changement drastique dans ma vie, comme ça peut l'être pour beaucoup de personnes. C'est aussi être papa. Et donc, du coup, il y a un basculement. On se rend compte que il y a des responsabilités et c'est de nouveaux défis face auxquels on doit agir. Et donc, peut-être on n'a pas les mêmes sensibilités. Moi, j'ai été beaucoup plus sensible et finalement, je me remettais en question et j'essayais de trouver le juste milieu pour pouvoir profiter de cette vie-là et aussi pouvoir travailler, quoi. Donc, voilà. Avec cette donnée qui est le temps et puis le fait de devenir père de famille, donc les enfants, raconte-moi un petit peu ce déclic de me dire, je veux avoir ce que tu m'as dit au téléphone, je veux avoir une présence réelle pour mes enfants. Ouais. Je sais que c'est pas évident. Moi, j'ai été marqué par quelque chose. Déjà, c'est quand mon fils avait 6 mois, il fallait reprendre parce que là, les congés paternité ou maternité se terminent. Donc, il faut revenir dans le dur. Et le gamin, à 6 mois, on le dépose à la crèche. D'abord, on se réveille très tôt à 6 heures parce que moi, j'avais des horaires quand même. À l'époque, je travaillais à la direction de la PHP en tant qu'informaticien, donc 4 avenue Victoria. Et les horaires, des fois, tu commençais à 6h30. Il y avait des horaires de 10h aussi parce que c'est du 3x4 et tout. Tu te réveilles à 6h et quelques, 7h pour préparer un gamin de 6 mois avec ta femme qui doit aussi aller travailler, venir déposer l'enfant. Là, quelque part, il y a quelque chose qui se joue en toi. Tu te dis, moi, je peux gérer ça. Mais lui, ça reste un gamin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et parce que cet enfant ne peut pas rentrer à la maison tant que vous n'êtes pas rentré, parce que c'est vous qui devrez aller le chercher. Donc, du coup, il y a toute une pensée, beaucoup de choses, c'est des remises en question. Et puis, c'est des périodes aussi où, comme beaucoup de parents le savent, les enfants s'auto-immunisent, ça chope les bactéries, ça chope les virus de par-ci, de par-là. Le chemin... Plein de choses, quoi, que pour tout le monde sache. Donc, quelque part, on se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a moyen, c'est-à-dire de trouver un réaménagement du temps de travail, ainsi de suite? C'est des questions. Et c'est compliqué dans les formats un petit peu classiques dans le salariat aujourd'hui. Tout à fait. Il fallait pouvoir trouver un petit peu de la flexibilité. Tout à fait. Cette flexibilité, des fois, c'est pas évident de le trouver. Et donc, du coup, on commence à se poser des questions, on commence à se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avoir justement cette flexibilité, profiter de cette vie-là, mais sans aussi se perdre, sachant qu'on est dans une société où il faut quand même vivre. Et pour vivre, il faut quand même quelques revenus. Donc, du coup, c'est des équilibres à trouver et on fait ce qu'on peut. Je veux qu'on aborde une autre période, toujours en remontant ce temps-là. Il y a eu la période du Covid, que l'on a tous vécu, chacun à des échelles et avec des expériences différentes. Certains ont pu partir dans des maisons secondaires et ont bien vécu leur confinement. D'autres l'ont mal vécu parce que ils étaient ce qu'on appelle les premiers de cordée. Donc, c'est les métiers essentiels, nos soignants, ceux qui travaillaient encore dans nos magasins. Et puis, il fallait bien transporter toutes ces personnes-là. Tout à fait. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on avait besoin de chauffeurs. Tu as connu cette période-là avec le deuxième confinement notamment. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu toute cette phase-là.
Bah, c'est un peu rigolo parce que c'est mes tout débuts dans le métier. J'aime souvent dire aux gens que je suis un chauffeur post-Covid parce que moi, j'ai commencé vraiment le métier pendant le deuxième confinement, sachant que le premier confinement, bah, c'était vraiment fermé pour tout le monde. On ne savait pas déjà qu'est-ce que c'était, comment s'y prendre et Comment tout on allait ça. reprendre la vie. Voilà, justement. Et pendant le deuxième confinement, on avait quand même maintenant commencé à appréhender et puis il y avait des règles quand même qui étaient mises en place. Donc, je me sens aussi privilégié pendant cette période parce que c'est des périodes où j'ai vu des choses que je pense que je ne verrai plus jamais. Comme, dis-nous. Voir Paris déjà tout vide, c'est-à-dire que tu te dis, bon, je suis privilégié parce que je suis dans un cadre purement professionnel où les gens étaient obligés quand même d'avoir des certifs, des attestations pour sortir et tout. Et toi, tu sais que tu n'as pas besoin de ça parce que tu es dans un cadre purement professionnel, mais sauf que tu circules dans une ville où il y a quasiment personne. Donc, du coup... Et Paris sans bouchon, c'est cool, hein. Ah ben, franchement, si cela peut, si on peut le revivre, bon, vraiment... de façon très légère, qu'il y ait du monde, même avec moins de voitures, je dirais pas non, hein, mais je veux quand même qu'il y ait du monde. Parce que souvent, c'est des périodes où, d'ailleurs, on en a parlé, je t'avais dit, quand tu te retrouves au niveau de l'Arc de Triomphe et tu regardes l'avenue des Champs-Élysées, qu'il n'y a personne, des fois, tu es seul, où il n'y a que 2 voitures, c'est-à-dire sur toute l'avenue. Je me suis dit, ok, d'accord, je m'autoproclame roi de Paris. Mais bon, après, on se pose des questions. Un roi sans sujet, est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que non, quoi. C'est vrai qu'en réalité, la seule personne qui descend les Champs-Élysées avec personne, c'est le président de la République pendant les grandes commémorations à l'Arc de Triomphe. Ouais. Bon, vous avez aussi vécu ça... pendant le Covid, mais on espère évidemment ne pas revivre ça. Non, ouais. C'est quoi ton rythme? Parce que vous avez aussi chacun votre manière de percevoir le métier, parce que vous voyez pas Paris de la même manière et pas au même moment de la journée. D'ailleurs, tu nous diras si tu vois Paris ou la banlieue de Paris, hein, ça aussi c'est un vrai sujet. C'est quoi ton rythme à toi? Après, moi, j'ai eu plusieurs rythmes, c'est-à-dire que j'ai eu à explorer différents horaires, parce que justement, quand on parle de flexibilité, ça te donne cette opportunité de pouvoir justement trouver le bon timing par rapport justement aux responsabilités qu'on a. Moi, j'ai commencé déjà, mon tout début, c'était vraiment, je travaillais de nuit. Donc, de nuit, c'est Paris, c'est pas évident, mais bon, c'est top. Et puis, j'ai travaillé aussi en journée. Et donc, du coup, voilà. Et aujourd'hui, j'essaye d'alterner entre les deux. Donc, j'ai un système de coupure aujourd'hui que je fais, c'est-à-dire un peu le matin et puis un peu le soir, quoi. Donc, c'est quoi la journée type, entre guillemets? Ma journée type aujourd'hui dépend, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je peux commencer à 6h30, il y a des jours où je peux commencer à 7h30, il y a des jours où je peux commencer à 8h, en fonction, c'est-à-dire, parce que voilà, il faut se ménager aussi le corps et tout ça. Donc, ça peut être 6h30, 7h30, 8h ou 8h30, des fois voire 9h. Et aussi, bon, il y a un rythme purement par rapport aux enfants, tout ça. On peut s'arrêter, si je fais 8h par exemple, je peux faire du 8h à 16h ou du 8h à 15h30. Je m'arrête et puis je reprendrai entre 20h30, 21h jusqu'à minuit, minuit 30 en fonction. Et le week-end, je peux envoyer maintenant de 20h à 2h du matin, voire 2h30. Et puis voilà, on essaye de trouver l'équilibre. Ce qui te permet de pouvoir voir tes enfants notamment. Tout à fait. Avec des activités, il y a le foot aussi, hein, qui énormément. C'est une les donnée enfants importante. Qui aiment le foot, qui, bon, comme tout jeune aujourd'hui, ils sont investis dans le sport. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui va travailler toute la nuit, imaginons qu'il commence à 20h pour rentrer à 6h du matin, j'imagine bien qu'il passera sa journée à dormir. Donc, il ne pourra pas profiter. Mais si on rentre à 2h, on se dit, bon, ne serait-ce que 7 heures de sommeil ou 8 heures de sommeil, de 2h à 10h, je suis réveillé, ou à 7h, je suis réveillé. Ça permet, voilà, ou à 9h, je suis réveillé. Ça permet justement de profiter un peu de la journée. Les week-ends, on ne travaille pas la journée. Il n'y a pas de système de coupure. On ne fait que le soir. Et puis voilà. Comment on arrive à concilier la vie de papa, la vie de famille, la vie de couple et ce travail qui est prenant physiquement, émotionnellement, psychologiquement? Après, justement, il faut savoir déjà pourquoi on fait ce métier. C'est-à-dire, comme j'ai dit, on ne le fait pas pour être riche.
Okay, on le fait parce qu'on a besoin, c'est-à-dire de dégager du temps. On a besoin justement d'alterner entre peut-être une vie par-ci et aussi une réalité par-là. Donc du coup, le but, c'est je travaille pour pouvoir, c'est-à-dire voilà, subvenir aux besoins, à mes besoins, mais aussi voilà, j'essaye de faire en sorte de garder cet équilibre-là, parce que sinon ça peut vaciller ou finalement comme peut-être dans certains cas où certaines personnes, je ne connais pas leur vie et tout, mais je pense que dans certains cas, il y a peut-être beaucoup de couples qui peuvent partir à voler en éclats. Le but, c'est pas de s'enrichir, c'est voilà, c'est vraiment dégager du temps et aussi ne jamais oublier que voilà, on est quand même dans une société où on a des charges à payer, donc du coup, pour cela, il faut travailler quoi. On y viendra notamment des charges quand on est VTC. Tu me parlais aussi de l'importance d'écouter son organisme, d'écouter son corps. Ouais. C'est vrai que c'est un métier fatigant. Vous êtes au volant toute la journée. Ça vous demande d'être à l'affût tout le temps. Tous les facteurs, tous les signaux cognitifs, tous les sens sont mobilisés. Est-ce que ça t'arrive des fois quand tu ressens justement que le corps t'alerte, de dire bon bah là je lève le pied sans mauvais jeu de mots? Comment tu gères aussi ce rapport à la fatigue et au corps? Et justement, c'est ce que je disais, c'est un métier déjà qui est très fatigant et surtout le contexte parisien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec les bouchons, j'aime rigoler souvent avec certains de mes clients, je leur dis « Ah là, vous savez, je viens d'activer ce qu'on appelle le mode hibou ou le mode chouette. » Qui me disent « C'est quoi le mode hibou? C'est quoi le mode chouette ?» Parce que le hibou, la chouette ont quand même une caractéristique, c'est de pouvoir tourner la tête à 320 degrés. Donc du coup, ça veut dire que t'es tout le temps en alerte et ça demande beaucoup d'énergie. Les gens ne se rendent pas compte, on pense que conduire c'est facile. Non, conduire c'est vraiment dans le contexte parisien aujourd'hui avec les pistes cyclables, avec les trottinettes, avec les piétons, donc tous les usagers de la route, ça peut débouler de partout à tout moment. Il faut vraiment être au taquet, à l'affût. On reste des humains quelque part, mais il faut donner le maximum et surtout écouter son corps parce que comme je disais, si on travaille pour faire du bénéf, ça veut dire que on envoie, on se repose pas. Voilà, on est jeune aujourd'hui, peut-être qu'on peut gérer beaucoup de choses, mais d'ici quelques années, le corps finit par nous lâcher, quoi. Donc du coup, moi, comme je dis à mes potes, à chaque fois, mes amis, on va dire, ou mes collègues, dès que je baille, j'arrête. C'est-à-dire que voilà, dès que je baille, ça veut dire j'ai mon dernier client. Après lui, je ne continue pas. Voilà, on rentre à la maison, on se repose. Ça veut dire que le corps t'a envoyé un signal d'alerte. Là, il y a Morphée peut-être qui a besoin de toi. Là. Qu'est-ce que tu donnerais comme avantage à ce métier? L'avantage pour moi dans ce métier, c'est la flexibilité, c'est le temps au fait. C'est le temps c'est aussi la possibilité de pouvoir choisir quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Si j'ai des choses de prévues, je peux les faire. Et puis, voilà, quoi. Et je peux travailler quand je veux, je peux m'arrêter quand je veux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de royal. On n'est pas assujetti à des horaires ou à une charte qui nous impose d'être là tel jour, c'est-à-dire de 8h à telle heure, quels qu'en soient les problèmes. Il faut venir s'expliquer, il faut donner des raisons, il faut aller voir un médecin pour un arrêt. Il faut, donc, quelque part, voilà, c'est aussi une liberté de pouvoir travailler ou s'arrêter quand on le sent. Un autre avantage pour toi, c'est la rencontre avec tous les touristes. Paris est une ville qui accueille énormément de touristes. C'est une chance. Il faut mettre cette petite casquette, tu m'as dit, d'ambassadeur de Paris. Et ça, c'est vrai parce que quelque part, voilà, on fait un métier aussi, on a la chance de faire ce métier-là. Et pour moi, ce n'est pas seulement conduire. On est aussi une vitrine, peut-être... pas pour les Parisiens, parce que voilà, mais on est une vitrine pour tous ces étrangers qui viennent à Paris, donc qui découvrent peut-être pour la première fois ou certains plusieurs fois viennent à Paris. Et bien ces gens-là, je les appelle des citizens of Paris, you know. Et donc du coup, voilà, c'est une façon justement de créer voilà une ambiance avec eux. Et nous sommes des ambassadeurs parce que nous représentons quelque part la ville. On peut permettre aussi à ces gens-là de découvrir la ville, mais
aussi de pouvoir communiquer, parce que c'est très important. C'est pas tous qui viennent en France qui parlent français. Donc du coup, c'est aussi donc il y a des gens qui parlent espagnol, qui parlent arabe, qui parlent anglais. Donc quand il tombe sur toi et que tu es capable, c'est-à-dire voilà, et que tu es capable de lui parler peut-être dans sa langue ou de trouver un moyen quand même de communiquer, même si on ne parle pas bien. Ah bah, du coup, on sent la personne soulagée qui dit « Ah ouais, ah bah ça c'est bien, je peux vous poser des questions et tout. » Donc du coup, voilà. Et aussi, on permet de découvrir la ville en fonction des trajets, des destinations. Ça dépend, c'est-à-dire que je vais traverser de la rive droite à la rive gauche, en passant peut-être par la place de la Concorde, ainsi de suite. Bah, je sais que voilà, j'aurai la Madeleine, voilà, j'aurai la Madeleine, j'aurai la rue Royale, j'aurai la place de la Concorde, j'aurai le Parlement en face de moi, j'aurai le boulevard Saint-Germain, où voilà, ce serait la cour François Ier, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des choses à raconter dans tous les axes. Parce que généralement, quand les gens ils viennent dans Paris, c'est pour voir vraiment les sites touristiques. Sauf que s'il n'y a pas Paris, c'est pas que les sites touristiques. C'est les immeubles, c'est des bâtiments, c'est des rues, c'est des boulevards qui sont chargés d'histoire. C'est une histoire dans chacun des quartiers. C'est une autre façon d'appréhender la ville et de remontrer aussi la beauté de la ville, quoi, quelque part. Un des points positifs aussi de ce métier, c'est les échanges avec les clients. Et puis des fois, la casquette de psychologue, en réalité, qu'il faut aussi endosser. On est un peu tout à la fois. Donc, d'ailleurs, c'était hier. J'ai pris une cliente. Après, je ne sais pas, c'est à côté d'Anières, là, le Quartz, le centre commercial, que je déposais. Villeneuve-la-Garenne, voilà, dans 92. Tout à fait, que je déposais à Montparnasse. Donc, il partait, mais cette femme, elle s'appelait Estrella, donc Estrella, c'est étoile en espagnol, qui partait à Montparnasse. On a parlé, et du coup, elle m'a dit, mais tu peux être un coach de vie, toi. Et qui m'a dit, tu sais quoi, j'ai pris un peu ta voix, je pars avec, parce que bah, tu m'as tellement reboosté, me redonné de l'énergie positive ce matin. Peut-être quand je serai un peu down, j'écouterai ça, ça me redonnerait de la force, ça me reboosterait. Et donc, quelque part, voilà, c'est... T'as déjà eu des clientes en pleurs? J'en ai eu presque 2 à 3 fois, mais ce qui m'a touché le plus, c'était une jeune demoiselle qui travaillait dans la mode. Donc ce jour-là, elle vient, elle monte dans la voiture, et là, moi, en conduisant, je l'entends pleurer derrière. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Parce que là, ça me touche au fond de moi. Voir quelqu'un qui pleure, ça touche ta sensibilité. C'est pas plaisant. Bien et sûr. Voilà, on est humain, on le ressent. C'est que si la personne pleure, elle essaie d'extérioriser un mal qu'elle a au fond d'elle. Et donc, je lui demande, elle m'explique, elle était coiffeuse. Donc, dans une grande maison parisienne, c'est-à-dire de couture et de mode parisienne. Et elle s'était fait traiter comme du n'importe quoi. Et donc, ce qui la touchait surtout, c'était que celle qui la traitait comme ça a commencé plus bas pour monter plus haut. Donc, du coup, elle ne comprenait pas et elle se disait, je pense qu'elle était quand même mieux placée pour savoir que plus bas, comment, c'est-à-dire, elle n'a pas brûlé d'étape. Donc, du coup, elle était censée nous comprendre et nous ménager, c'est-à-dire que, voilà, ce jour-là, on essaye justement de trouver les mots justes et de faire comprendre à cette personne qu'elle ne mérite pas qu'on la traite comme ça. Mais surtout aussi, il faut surmonter ça parce qu'à force de penser, ça l'empêcherait justement de se sentir bien dans son environnement, surtout sachant que notre environnement de travail aujourd'hui prend quand même, on va dire... 40 à 50%, c'est-à-dire de notre vie, quoi. Donc, du coup, si on vient en reculant, ou c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien dans cet environnement-là, c'est très compliqué. Ça peut avoir un gros impact. Donc, du coup, voilà, et on essaye de rebooster comme on peut, et puis on essaye de trouver des mots justes. Et le côté positif, c'est que quand cette personne, en descendant, a le sourire et vous remercie, on se dit, OK, quelque part, je ne sers pas qu'à conduire, je peux aussi apporter une touche émotionnelle ou personnelle, humaine à la vie de quelqu'un, quoi. Je veux qu'on aborde un autre aspect du métier qui est super important, c'est les chiffres. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt quelqu'un qui va choisir ta course à l'euro près pour essayer d'avoir un petit objectif de rentabilité, ou est-ce que tu vas plus faire confiance à une forme d'instinct? Bon, là, je vais te sortir, comme on dit, un proverbe africain. Ah vas-y, je prends.
On ne peut pas être au bord de l'eau et dire que l'eau ne nous touche pas. Bon, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, mais sincèrement, on fait un métier. Moi, je ne travaille pas aux chiffres près. Au fait, j'ai des objectifs, mais je peux pas le déterminer sur une journée. Je le détermine sur la semaine. Après, le plus important aujourd'hui, c'est d'abord les itinéraires, parce que c'est très compliqué de circuler dans Paris aujourd'hui. Il faut avoir quand même un peu le map dans sa tête, se dire de telle heure à telle heure, si on me propose une course, je ne sais pas, ne serait-ce que de 2 kilomètres de tel endroit à tel endroit, qui peut être payé à un prix, peut ne pas être, c'est-à-dire rentable par rapport à une course qui sera sur 5 kilomètres, mais dans une autre zone. Parlons français. Voilà. Dis-moi, Mohamed, c'est quoi les secteurs un petit peu à éviter? C'est surtout d'abord le centre de Paris. Même là où on est, là, le 2e arrondissement, c'est pas évident à une certaine heure parce que c'est tellement bouché. Le trafic est compliqué. Donc, des fois, pour 2 kilomètres, on peut se taper quand même une demi-heure, voire 35 minutes. Donc, du coup, si cette course, elle est payée, allez, je vulgarise, à 15 euros, par exemple, je préfère prendre une course qui me ramènerait quelque part en banlieue, qui me serait payée à 15 euros au même prix, mais sur moins de temps, parce que le temps, il compte aussi dans le métier. Après, voilà, chacun fait à sa sauce. Ça, c'est les zones qu'il faut éviter. Ouais. Maintenant, si je te demande à une petite zone qui est un peu sous-cotée en réalité, qu'il faut quand même un petit peu exploiter, que les collègues exploitent pas trop. Bon, ils vont pas tous te suivre, t'inquiète pas, mais je te demande une petite clé quand même. Non, après, moi, j'essaye de toujours rester, c'est-à-dire sur les bordures de Paris. Au niveau des portes. Voilà, au niveau des portes, et puis un peu derrière, c'est-à-dire les portes. Donc, ça peut être... Petite couronne. Voilà, la petite couronne tout le long du 92, aussi du 93, du 94, ainsi de suite. C'est-à-dire vraiment, je passe le périph' de l'autre côté, je sais que ça serait moins bouché que dans Paris, dans le centre-centre, où j'essaye d'être dans les arrondissements, le 5, Border zone. Voilà, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, vous voyez, ainsi de suite. On va pas commencer à rentrer dans le 9, dans le 2, dans le 3. Ah oui, c'est... Bon, après, des fois, on peut le faire, ça dépend des heures, tout cela, ça dépend des heures. Il y a des heures où vraiment on sent que ça commence à se décanter et tout. On peut justement être dans ces zones-là. Après... c'est à nos risques et périls, comme on dit. Quand le téléphone sonne et qu'il y a une course, qu'est-ce qui se passe en toi? Dis-moi, est-ce que ça... Il faut réfléchir en très peu de temps, tu vois? Qu'est-ce qui s'active à ce moment-là dans ton cerveau? Bonne question. C'est quand le téléphone sonne, c'est juste un coup d'œil. Le plus important, parce que peut-être, moi je fais, c'est ma façon, c'est... Ok, d'accord, le téléphone a sonné, c'est un petit coup d'œil. Ce qui m'intéresse déjà, c'est la destination, c'est-à-dire l'adresse finale. Donc, je vois par exemple 16 combien de kilomètres, paf, et puis des fois on voit le nombre de minutes, 30 et plus et tout. Donc déjà, en fonction de là où je me trouve, je me dis ça peut être intéressant parce que je peux le faire en moins de temps. Donc du coup, moi, c'est toujours déjà la destination qui m'intéresse, avant même le prix. Parce que des fois, comme je l'ai dit, je peux avoir une course sur 10 km que je ferai en 12 minutes et une course sur 2 km que je ferai en 30 ou 45 minutes. Vrai. Donc, du coup, il faut aussi avoir justement le map dans sa tête, de se dire, OK, je suis à tel endroit, je dois partir là. Je pense que ça, c'est intéressant, même si c'est pas très bien payé, mais ça ira plus vite. Donc, ça veut dire que des fois, il faut même accepter des petites courses. Il faut accepter les petites courses mis bout à bout, ceux qui font moins de temps, sont mieux que les grandes courses dans lesquelles on mettra plus de temps. Après, à chacun sa sauce. Il y en a qui préfèrent avoir des courses qui sont déjà larges. Moi, je préfère avoir de petites. Et au final, ça fait quelque chose. C'est vrai. Vous avez tous des anecdotes, tous les chauffeurs, qui sont un petit peu dingues les unes que les autres. Et je me suis permis de vous demander à tous un petit peu le client un petit peu insolite qu'on n'a pas tous les jours. Et il se trouve que t'as été gâté, Mohamed. Mohamed, t'as eu dans ta voiture Thomas Pesquet. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont eu, parce que si je l'ai eu, c'est qu'il y a d'autres qui l'ont aussi. Parce que voilà, bon, c'est la personnalité de Thomas, c'est quelqu'un de simple, de sympa, de gentil, d'ouvert. Et comment ça se passe quand on accueille Thomas Pesquet? Ah, mais déjà, on ne s'attend pas à l'avoir. Et moi, je n'oublierai pas, parce que je l'ai pris, bon, je ne vais pas dire le nom de la zone, mais c'était quand même le 12e arrondissement.
Et donc, je vois Thomas, le nom, parce que quand on vient chercher le client, on voit son prénom. Donc, je vois Thomas, Thomas, comme il y a 1 million de Thomas, quoi. Bien sûr. Et là, on attend, on voit ce monsieur sortir avec sa casquette. Ok. Et plus il se rapproche, parce qu'il devait traverser pour venir vers moi. Et en se rapprochant, je me disais, mais je me trompe, c'est bien lui ou pas? Et donc, du coup, il se rapproche. Et à un moment donné, bon, moi, j'ai ce petit côté, voilà, foufou. Je baisse mon vitre, je me dis, oh là 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 là, mais dites-moi que c'est pas vrai, dites-moi que c'est pas vrai, que je me trompe là et tout. Donc, il a compris et il avait le sourire. Il me dit, mais alors, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je dis, mais c'est pas vrai que je t'ai, Thomas. J'ai vu Thomas, mais je m'attendais pas que ce soit toi. Et donc, du coup, ce jour-là, je le prends. Donc, c'était du 12e pour le 10e arrondissement. D'accord. Et surtout, avec le trafic parisien, Ah bah. je l'ai quand même eu pour une bonne demi-heure. Et comme je lui ai dit, tu sais quoi, il y a des journalistes qui se battent pour t'avoir. Et moi, je t'ai pour moi tout seul. Et là, aujourd'hui, on va discuter. C'est vrai que je suis jaloux, Mohamed. Moi, j'adorerais accueillir Thomas Pesquet dans un de mes formats. Mais comment se passe la discussion? Parce qu'on n'a pas tous les jours quelqu'un qui s'est retrouvé dans la navette spatiale internationale. Comment ça se passe? Du coup, déjà, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup astral. Donc, du coup, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. J'aime beaucoup, voilà, tout ce qui est l'univers, tout ce qui est les planètes, le cosmos. Et là, du coup, je lui ai parlé déjà de l'ISS. Et je lui ai dit, mais tu sais, j'ai vu tes photos que tu nous envoyais tous les jours. Il a fait de belles photos. Depuis le hublot et tout. Donc, c'est là qu'on a commencé à discuter. On a parlé de plusieurs sujets, c'est-à-dire des Chinois qui se sont posés pour la première fois sur la face cachée de la Lune. D'ailleurs, à travers lui, j'ai quand même levé un équivoque parce que moi, je pense comme tout le monde, quand on dit la face cachée de la Lune, on pense que c'est un côté obscur de la Lune. Non, il m'a dit, non, justement, c'est-à-dire que la face cachée de la Lune n'est pas obscure parce que nous sommes quand même, justement, nous tournons autour du Soleil. Donc, il y a de la lumière aussi là-bas. Par contre, la différence, c'est que c'est une zone, vu que ça ne fait pas face à la Terre, n'est pas couverte, c'est-à-dire du réseau. Donc, du coup, si on veut s'aventurer là, on sait qu'on serait coupé quand même, c'est-à-dire du système de connectivité terrienne pendant un laps de temps. Et donc, du coup, j'ai appris quelque chose. On a parlé de beaucoup de sujets. Il s'est quand même rendu compte que j'étais curieux et que j'avais des questions aussi un peu pertinentes. C'était une interview en réalité en voiture. Comme je lui disais, de toute façon, je sais qu'il y a le secret professionnel. Je ne t'en voudrais pas, du coup. On n'en demande pas beaucoup. Voilà, donc on a parlé de tout et de rien à la fois. Tu m'as dit, Mohamed, que pour toi, il était hyper important que dans ce métier, l'humain reste au centre. Toujours. Et là, tu vois, avec les différentes anecdotes que tu viens de nous raconter, on vient de voir que pour toi, la notion humaine du métier était super importante. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Pour toi, comme pour beaucoup d'autres chauffeurs. Quel conseil tu donnerais à un chauffeur qui, justement, des fois, avec un client compliqué, parce que ça arrive aussi beaucoup, il n'y a pas que ça, mais il y en a aussi, il faut tout pour faire un monde. Comment on arrive quand même à garder la notion humaine au centre? Moi, je pars toujours du principe, ça c'est mon côté philosophe, comme tu l'avais dit, ou poète, je ne sais pas. L'humaniste. mais j'aime souvent dire aux gens, à mes collègues, agir dans la colère, c'est de faire un pas vers le crime, chassant, dominer la nervosité, quel que soit le degré de la provocation. Respect, dignité, honnêteté, l'homme est plus que tout. Donc, on ne peut pas tous être pareils. Il faut composer avec, surtout quand on sait qu'on est dans un métier de service, on peut avoir tout type de personnes. On ne peut pas se dire, non, moi je veux avoir que des personnes positives. Sinon, sur le système de notation, on ne peut pas avoir des clients qui ont 5 étoiles, qui ont 4 étoiles, qui ont 3 étoiles. Ça montre aussi la personnalité de celui qu'on a, parce que si on a autant d'étoiles, c'est que voilà, les chauffeurs, dans 99,19% des cas, mettent automatiquement du 5 étoiles parce qu'ils n'ont pas le temps de noter un client. C'est allez, bim, j'appuie dessus et puis je passe. J'ai 4,9 moi en client, ça va. Bon, allez, là, je considère ça comme 5. Vous voyez? Et donc, du coup, oui, ça arrive comme dans tout métier de service, mais il faudrait surtout pas se focaliser sur les 1%
qui vont apporter un peu, c'est-à-dire voilà, de la négativité dans votre journée. Il faut penser aux 99% justement qui sont quand même respectueux de ce que vous faites et puis qui ont le sens de l'humain aussi, c'est important. Mais il faudrait pas justement, tu fais un métier où tu peux tout avoir, comme tu l'as si bien dit, les gens viennent de partout, accepte. Et si au fond de toi c'est quelque chose qui te blesse mais tellement, dis-toi toujours, c'est-à-dire il faut te préparer psychologiquement à dire c'est l'instant d'un trajet ou voilà, ça prend une demi-heure, ça prend un quart d'heure, ça prend 10 minutes, ça prend 3/4 d'heure, et puis après c'est passé. Et surtout, ne pas se focaliser là-dessus. C'est pour ça que j'aime dire, si vous me faites un doigt d'honneur, ben moi je vous fais un doigt de bonheur. On va la noter celle-là, le doigt de bonheur. Je veux qu'on parle d'Income. Comment tu as découvert Income? Ah ben Income, c'est... J'ai adoré ce que tu m'as raconté au téléphone. Income, je l'ai découvert, mais au fait, j'avais dit tantôt que j'ai été conseiller service livraison à la plateforme du bâtiment. Et donc du coup, quand je suis arrivé à la plateforme du bâtiment, c'était en 2013, et celui que j'ai rencontré, celui qui m'a formé dans ce métier, et ben donc du coup, à un moment donné, il a aussi voulu faire du VTC. Donc il le fait aussi comme moi, et qui m'a contacté parce que bon... qui m'ont toujours dit, bah, tonton, tu sais, on aime toujours que tu nous donnes des conseils. On s'appelle tonton. Voilà, on s'appelle tonton. Et donc, du coup, il me dit, bah, tiens, Momo, là, j'ai découvert un truc, ça s'appelle Income. Moi, je ne savais, on savait absolument rien de tout ça. Et c'était quand même... C'est vrai que c'est innovant comme modèle. Voilà, c'est un nouveau modèle et tout. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, tonton? Je n'ai aucune idée là-dessus. Là, je suis en vacances. Par contre, je vais réfléchir et puis je reviendrai vers toi. Et donc, du coup, ça a quand même poussé un peu ma curiosité. Je suis allé vérifier, j'ai cherché. J'ai vu, ouais, c'était une coopérative qui était basée sur un truc. Et moi, j'ai cette référence parce que j'ai ma carte professionnelle taxi aussi. Donc, j'ai cette référence dans le taxi qu'on appelle les taxis alpha. Donc, qui est une sorte de coopérative qui est totalement différente, par exemple, de la G7. Ça ne fonctionne pas de la même façon, même si on fait le même métier. Et donc, je me suis dit... Et là, dans ce nouveau métier qu'est le VTC, voilà, avoir ce modèle où vous avez du coup cette casquette un peu d'entrepreneur salarié, c'est vrai que c'est quand même... Et je me suis dit, ah ben ça, c'est très intéressant. Et donc, sur le coup, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, tonton, tu sais quoi ? Bah, je suis allé chercher, j'ai trouvé, mais moi je trouve que c'est pas du tout mal parce que moi-même je me pose des questions. Actuellement, c'est très difficile. Bah, je vais quand même te dire une chose. Si tu n'y vas pas, moi j'y vais. Hein. Il y allait du coup ou pas? Bien sûr il est parti avant moi parce qu'il avait vu avec son comptable aussi, donc qui lui avait dit bon, il faut aller, il faut tester. Je pense que c'est pas mal. Le contrat en soi est propre et nickel. C'est carré. Hein. Donc voilà, il faut. On n'arrive pas dans une kermesse. Voilà, il faut y aller. Moi, je lui ai dit de toute façon, ben moi j'y vais quand même parce que bon, j'étais arrivé quand même, c'était un peu border quoi pour moi où tu te dis. Bon, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête tout maintenant? C'est quoi qui te questionnait sur ça? C'est surtout le côté charge fixe, charge patronale. C'est-à-dire que voilà, le métier, c'est-à-dire aujourd'hui, ne suit pas comme avant. Il y a trop de chauffeurs, on fait moins de chiffres et qu'au final, avec tout ce qu'on a à payer, là, ça devenait compliqué pour moi. Bien sûr. Tu n'arrives plus à te dégager un salaire adéquat pour pouvoir subvenir à toutes tes charges. Donc là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça n'en vaudrait pas le coup que j'arrête, que je me retourne en salariat? Et là, la question s'est posée. Bah oui, la question se posait. Et puis, j'étais vraiment limite, quoi. Je commençais à me dire, bon, bah, je vais commencer à postuler encore, reprendre le boulot, quitte à faire ce métier les week-ends, parce que là, je n'en peux plus. Et là, comme par hasard... qu'est-ce qu'Income vient régler là comme par hasard, tu as une baguette magique, bam, quoi. C'est comme si c'était tombé du ciel. Ouais. Il me parle de ça, je me suis dit, ah ben voilà, moi, je vais explorer ce modèle et je me sens très intéressé. Je vais aller voir, peut-être, si ça va, je continue au final, ou au pire, au moins, j'aurais fait mon temps dans le métier et puis je peux repasser à autre chose. Et franchement, quelque part, c'est, comme on dit, je suis agréablement surpris. C'est quoi le sentiment là depuis que tu as embarqué chez Income? C'est la respiration? C'est le sentiment de tranquillité et de paix morale.
qui est très important. Bien sûr. Vous voyez, parce que quand il faut gérer la partie admin, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est charge, la partie comptabilité, donc du coup, avec aussi nos propres problèmes familiales, ainsi de suite. Là, on se dit, c'est bam, 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 on se rapproche du burn-out, quoi. Et donc, du coup, Income vient, je vais pas dire comme un sauveur, mais comme un partenaire qui te permet justement vous accompagner. De t'épauler, de te décharger un peu. En gros, c'est, allez, tenez, c'était trop lourd, je vous laisse une partie et puis moi, je me concentre sur la conduite, quoi. Vous voyez, en gros, c'est comme si tu as trouvé quelqu'un sur lequel tu peux te reposer pour mieux rebondir encore. Partenaire, c'est le bon terme, alors. Qu'est-ce qu'on dirait à un chauffeur, là, pour qu'il nous rejoigne chez Income? Après, chacun voit midi devant sa porte. Exactement. Mais moi, aujourd'hui, je demanderais à tous les chauffeurs, rien ne leur empêche de venir tester. C'est-à-dire que, voilà, tu as 2 mois d'essai. Si tu n'es pas content, tu peux mettre un terme justement au partenariat. Et si au final tu y trouves ton compte, pourquoi pas? Parce que bon, dans le métier, on a plusieurs statuts. Moi, j'étais SASU, j'ai toujours été SASU, je ne connais pas d'autres justement. Donc en tant que SASU, je ne bénéficiais plus de chômage. Je me suis rémunéré pendant un bon moment. Et à un moment donné, je n'y arrivais plus. Complexe. Voilà, je n'y arrivais plus. Donc s'il y a des gens qui se retrouvent dans mon cas de figure et qu'aujourd'hui, qui se disent la même chose, là, je commence à être borderline, je n'y arrive plus, je veux arrêter, viens tester Income. Peut-être que tu y trouveras voilà, ton chemin et peut-être que ça te redonnerait encore de l'énergie, ça te reboostera pour que tu continues. En tout cas, moi, pour l'instant, cette formule, elle me convient parfaitement et donc, du coup, je revis, on va dire, quoi. On va terminer cet échange avec une question. Je voulais savoir qu'est-ce que le métier t'a apporté comme leçon? Le métier m'a apporté, ce que le métier m'a apporté comme leçon, je vais dire, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est le respect et aussi c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, parce que voilà, c'est un métier quand même qui n'est pas évident, qui est fatigant sur tous les plans, émotionnellement, physiquement et tout. Mais aussi, on a quand même cette chance de vivre des choses que peu de gens vivent. Parce que voilà, comme je dis... des fois, je suis DJ, des fois, je suis philosophe, des fois, je suis coach de vie, des fois, je suis... Toutes ces casquettes. Voilà, des fois, je suis, comment est-ce que je dirais, je suis psychologue. Voilà, j'ai toutes ces casquettes en fonction, justement, des clients que j'ai. Et le but, c'est aussi de s'adapter et surtout, ne jamais juger les autres parce qu'on n'est pas capable de se juger soi-même et ne jamais chercher la perfection sur les autres parce qu'on ne l'aura jamais chez nous. C'est un très beau mot de la fin. Yes. Merci beaucoup, Mohamed. Le meilleur pour toi, pour ta famille. Merci, Malek. Bon courage pour la suite. J'espère monter à bord. Ça fait partie de ma chance de client. Eh bien, écoute, comme Mathieu Madénian, comme Sarah Mengui, comme le jeune... qui fait du Michael Jackson. Oui, je vois très bien. Voilà, j'en ai eu beaucoup de gens et j'espère que toi... Avec plaisir. On fera un tour et puis on fera le DJ puis on visitera Paris avec cette ville lumière qu'on a autour de nous, quoi. Exactement. Merci. Quant à vous, n'hésitez pas à aller checker en bio toutes les informations. Vous avez aussi le lien d'Income si vous voulez découvrir le modèle. Moi, je vous invite à prendre soin de vous, prendre soin des vôtres, comme j'aime le rappeler à chaque fois. C'était Driver Club avec Mohamed. À très bientôt. Big up à vous. Merci.